Radio H2O. Bienvenue en direct de la planète Web. Une nouvelle révolution est à notre porte. La radio conventionnelle vous emmerde. Vous avez soif de vraies nouvelles, soif de liberté d'expression. La puissance de la voix. Liberté d'expression. Free man you are. What will you do without freedom? La meilleure radio parlée sur le web. RadioH2O.ca. Ensemble, nous sommes la force. Good evening, ladies and gentlemen. En direct de nulle part. This town needs an enema. Eh non, c'est pas un test micro, c'est du rock'n'roll. We are tonight's entertainment. Ça va déménager, tabarnak de merde. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre édition hebdomadaire de EDBBQ. La version estivale d'En direct de nulle part, avec votre humble serviteur, Mr. M, toujours et inlassablement speaking. C'est maintenant le temps de vous introduire notre nouveau chroniqueur économique, mesdames et messieurs, Francis Pouliot, qui va être avec nous tout au long de la saison pour nous parler d'économie. Comment ça va, Francis? Salut Daniel, ça va bien et toi? Oui, très très bien. Francis, tout d'abord, bienvenue dans l'équipe d'En direct de nulle part Radio H2O. Je suis très content de t'avoir avec nous pour la prochaine saison. Je pense que tu vas donner un petit côté le côté économique, très cartésien. On va l'avoir avec toi. On va expliquer un peu aux auditeurs, avant de commencer ta première chronique, un peu ton background. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu, Francis, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? Je te laisse aller là-dessus. Absolument, Daniel. Écoute, moi, en général, je me considère comme un fanatique de l'analyse des politiques publiques. Donc, j'ai pris la piqûre de la politique quand j'étais au cégep, au collège Jean de Brébeuf. J'ai tellement aimé la politique même que j'ai changé mon orientation des sciences médicales vers les sciences politiques. Ouais. Par la suite, oui, c'est ça. Puis par la suite, j'ai fait mon baccalauréat en études internationales à l'Université de Montréal. Et j'ai passé aussi un an à l'Université libre de Bruxelles à étudier la politique européenne. Et j'ai fait ma maîtrise en analyse de politique publique au King's College London, donc une des universités du réseau de University of London à Londres. Ouais. Et par la suite, ce que j'ai fait, c'est je me suis impliqué avec la fondation du premier think tank étudiant à Londres. J'ai travaillé au Institute of Economic Affairs, qui est un des plus grands think tanks en économie au monde. J'ai ensuite été chercheur en politique de la santé à l'Institut Fraser, dans les bureaux de Montréal. Je suis actuellement chercheur à l'Institut économique de Montréal. Et dans mon passe-temps, je suis associé à la Fondation 1625. Donc, je prendrai l'occasion de dire à tous nos auditeurs de visiter notre site web fondation1625.com et de donner généreusement parce que, contrairement aux associations étudiantes, on n'a pas de cotisation obligatoire et on reçoit pas de dons généreux des syndicats. Alors, tous nos dons sont des dons individuels, alors toute contribution est appréciée. Et aussi, je suis chroniqueur au Prince Arthur Herald, qui est selon moi un des seuls ou même le seul média de droite pour les jeunes à travers le Canada. Et je suis aussi impliqué avec le Parti conservateur du Québec. Oui, effectivement. Et on doit le dire honnêtement, Adrien Pouliot est ton père, donc c'est pour ça que tu as une relation particulière avec le Parti conservateur du Québec. Ton rôle dans le PCQ, c'est au niveau des communications, si je me trompe pas. Exact. Donc, pour l'instant, mon rôle se résume à faire la communication à l'externe et avec les membres. J'ai été un peu l'architecte de la campagne queduvent.com contre l'attribution des contrats aux producteurs privés d'éoliennes. On aura amplement l'occasion d'en parler plus tard. Exact. Et je compte m'impliquer dans la commission jeunesse du PCQ qui reste encore à se développer. Donc, c'est un parti jeune, c'est un parti naissant. On n'a pas beaucoup d'effectifs. Mais il y a beaucoup de place au développement, puis je pense qu'il y a un marché politique pour ça au Québec. Donc, ça va être intéressant de voir dans l'année à suivre comment le PCQ va se développer. Un CV très impressionnant pour ton âge, Francis. Et en plus de ça, évidemment, tu t'intéresses à un paquet de sujets. Ça va être l'occasion, pendant ta chronique, de donner ton regard là-dessus, donc un regard économique sur un peu l'actualité. C'est ce qu'on va faire ensemble, nous, tout au long de la saison.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, moi, je suis spécialiste de l'analyse des politiques économiques, mais je suis aussi à l'aise à parler avec nos auditeurs d'un point de vue plus libertarien, si on veut, ou libéral classique, sur les enjeux sociétals. Donc, moi, je me décris essentiellement comme étant, j'aime pas vraiment les étiquettes, mais si j'en avais à m'en attribuer, je dirais que je suis de la droite économique et de la gauche sociale. Et donc, je peux aussi faire l'analyse de l'actualité, ce que je ferai tout au long de la saison. Ça va être très apprécié des auditeurs, j'en suis persuadé. Commençons tout de suite, Francis. On a un gros programme devant nous. Allons-y avec les éoliennes. Donc, c'est un dossier qu'on a entendu parler depuis, je te dirais, le printemps dernier. Michel Morin, avec qui on a discuté il y a quelques semaines en ondes, a mis au jour plusieurs faits troublants concernant la société d'État. Des scandales de mauvaise gestion. C'est comme ça qu'on pourrait appeler ça. Il y a eu des ratés dans plusieurs dossiers du gouvernement, mais aussi d'Hydro-Québec, évidemment. Et là, c'est un petit peu ce qu'on va regarder ensemble. Parlons des éoliennes, mais pourquoi parler des éoliennes spécifiquement, Francis? Alors, pourquoi parler des éoliennes? Il y a plusieurs raisons. Je pense que c'est le bon moment. Je pense que le Québec est mûr pour avoir une discussion sérieuse et rationnelle sur notre approvisionnement en électricité. Donc, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées au printemps et durant l'été qui font en sorte que c'est un bon moment. Évidemment, comme tu l'as mentionné, Michel Morin a fait un reportage à TVA là-dessus. Ce reportage était basé sur une note économique qui a été publiée par l'Institut économique de Montréal le 17 juin, qui s'appelait « Les coûts grandissants de la production d'électricité au Québec ». Oui. Donc, évidemment, le nom révèle un peu tout. Et ce que cette étude révélait, c'était ce que quelques-uns savaient déjà et qui était en quelque sorte un secret de polichinelle au gouvernement et à l'administration d'Hydro-Québec, c'est que l'énergie éolienne nous coûte extrêmement cher. Et donc, pendant l'été, on a eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'Hydro-Québec Distribution demandait une hausse qui maintenant s'élève à 5,8% à la Régie de l'énergie. Et cette hausse, la Régie de l'énergie l'a annoncé elle-même, la moitié de la hausse, elle est due à l'approvisionnement en énergie éolienne. En plus de ça, le Parti québécois a annoncé au printemps dernier encore qu'ils allaient lancer un appel d'offres pour obtenir 800 mégawatts de plus d'énergie éolienne. Alors, puisque en ce moment, les puissances attribuées en contrat s'élèvent à 3200 mégawatts, c'est une augmentation de 25% d'énergie éolienne. Wow. Et donc, l'électricité, en fait, et aussi, il y a la consultation aussi qui s'en vient, faut pas oublier, en septembre, sur les enjeux énergétiques du Québec. Donc, le Parti québécois va faire une tournée du Québec pour entendre ce que les citoyens ont à dire sur les enjeux énergétiques. Mais c'est un peu particulier, ça, Francis, par exemple, parce que Pauline Marois et le gouvernement du PQ ont annoncé tout de suite qu'ils se lançaient dans la production d'énergie éolienne sans même, justement, avoir attendu que le public se soit manifesté, qu'il y ait une consultation publique sur le sujet. On met un peu les bœufs avant la charrue. C'est un peu spécial, là. Écoute, moi je suis d'accord avec toi et je pense qu'il y avait pas, je pense pas qu'ils pensaient qu'il allait avoir tant de bruit qu'il allait faire avec ça. Depuis que le Parti libéral en 2003 a commencé à faire des octrois dans les contrats d'énergie éolienne, il n'y a pas grand monde qui se sont opposés à ça finalement. Avant la sortie de l'Institut économique de Montréal, en fait, je pense que dans le grand public, personne n'avait vraiment idée de l'ampleur des coûts que ça engendrait. Donc, je pense qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. Et je dois dire aussi que ça accorde pas tellement avec leur virage vers la justice sociale. Non. Donc, effectivement, oui, je pense que c'était vraiment une maladresse du Parti québécois. Et j'ai bien hâte de voir si la fronde qu'on est en train d'alimenter au Parti conservateur du Québec va porter fruit. Oui, c'est vrai ça. Donc, si on résume un peu, bon, l'électricité est nationalisée, ça fait un certain temps, mais le gouvernement qui a toujours dit que c'était un institut qui était tout à fait indépendant, on se rend compte qu'il y a aussi, il y a une commande politique à travers ça, parce que l'énergie éolienne, à quelque part, ça vient répondre à un besoin pour le Parti québécois, ça vient répondre à une idéologie environnementale quelconque et on met de côté un peu l'efficacité pour des besoins politiques, là. C'est ça qu'on se rend compte, là. Absolument. S'il y a une chose à retenir avec l'octroi des contrats aux producteurs privés, c'est que, comme on va en parler plus tard, c'est une décision strictement économiquement parlant, qui est irrationnelle. Mais je n'irais pas jusqu'à dire que des politiciens sont irrationnels. En fait, je pense que c'est une bonne décision pour eux parce que principalement, les politiciens ont à cœur leur propre intérêt.
Et quand on subventionne une industrie en particulier ou une région en particulier, ça procure deux choses. Ça achète des votes. Donc, puisque c'est pas un secret pour personne, l'industrie éolienne est principalement concentrée dans le Bas-Saint-Laurent, principalement la Gaspésie, où est-ce que plusieurs circonscriptions clés. Donc, c'est toujours gagnant pour un gouvernement de vouloir investir dans une région où est-ce qu'il y a des circonscriptions à gagner. Deuxièmement, il y a des alliés politiques à aller chercher avec les subventions aux éoliennes. Et par alliés politiques, je parle bien sûr des groupes écologistes. Ah. Et justement, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde au Québec qui se rendent compte à quel point les groupes écologistes sont puissants. Il y a un groupe qui s'appelle... comment il s'appelle? C'est le réseau ou le regroupement des groupes écologistes du Québec. Et eux, ils ont un répertoire de tous les groupes écologistes. Et aujourd'hui, j'ai pris le temps de les compter. Il y en a 841. Il y a 841 groupes écologistes au Québec. Ça, là, c'est 6 fois et demi plus que le nombre de députés à l'Assemblée nationale. Donc, personne ne peut nier que si tu te mets les groupes écologistes de ton bord, c'est un allié politique de taille. Et il faudrait peut-être faire une recherche pour voir si on fait une comparaison des membres de chacun de ces groupes-là. Je suis persuadé qu'on se ramasse avec 80 à 90% de ces gens-là qui se retrouvent et se recoupent dans chacun de ces groupes-là. Souvent, c'est des bannières qu'ils se donnent, mais à l'arrière de tout ça, c'est tout le temps la même petite gang qui s'organise tout le temps. Fait que ça serait bien intéressant d'aller voir les membres et de comparer entre chacun de ces groupes-là lesquels font partie peut-être du 3/4 des mêmes groupes. Là, je suis convaincu qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. Ah, absolument. Puis en plus d'être les mêmes membres dans tous les groupes, moi je suis persuadé qu'ils reçoivent tout leur financement à peu près des mêmes sources. C'est sûr que la plupart, en fait, la grande majorité sont subventionnés par le gouvernement. Il y a quand même des donations privées. Donc, ce serait intéressant de savoir si les fondations et les membres qui donnent de l'argent à ces groupes-là, à quel point il y a de la collusion entre ces groupes-là. C'est sûr que ce serait intéressant de faire une recherche là-dessus. Ouais. Et là, on va embarquer un petit peu sur les coûts parce que moi, ça me sidère complètement. Et quand on a parlé avec Michel Morin, c'est une des choses qui semblait lui aussi le mettre hors de ses gonds. C'est-à-dire qu'on produit une électricité sans être capable de la vendre. On est déjà en surplus énergétique. Comment se fait-il que Pauline Marois ou le Parti québécois lance des appels d'offres comme ça pour un secteur qui est déjà saturé? On le sait, ce qui se passe présentement aux États-Unis avec la poussée du gaz de schiste qui vraiment fait tomber complètement le prix au kilowattheure. On parle de entre 1,5 et 3,5 à 4 sous présentement le prix qu'on est capable d'aller chercher sur le marché américain. Et nous, ça nous coûte 11 sous, 12 sous du kilowattheure. Donc, c'est-à-dire que présentement, on paye pour vendre de l'électricité. Puis ce qui est très frappant là-dedans, c'est que cette semaine, à Détroit, on avait des articles dans les journaux québécois qui riaient un peu de ce qui se passait avec le maire de Détroit qui offre des subventions de 150 000 à 200 000 $ pour que les gens viennent acheter des propriétés à New York, pas à New York, mais à Détroit. Alors que nous, au Québec, on fait exactement la même chose avec notre électricité. Notre électricité, c'est qu'on la subventionne à grands coûts et on la vend, en fait, on la donne là, en ce moment. Là. C'est particulier de voir que tout le monde semble le savoir, à part le gouvernement. Là. Oui, mais en fait, tu marques un bon point parce que c'est vraiment absurde, hein, parce que le prix d'exportation, il est pas du tout favorable. Hein. Aux États-Unis, on sait que la production de gaz de schiste a fait baisser le coût d'électricité dramatiquement au cours des dernières années, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'électricité qui est produite à partir de la combustion du gaz, si bien qu'en 2012, on vendait notre électricité aux États-Unis à 4 cents de l'heure. Ça veut dire qu'on vendait notre électricité aux Américains moins cher qu'on la vendait aux Québécois. Oui. Et justement, pendant qu'on est là-dessus, j'aimerais aussi en profiter rapidement pour dire que la production de gaz de schiste aux États-Unis, hein, ça remplace la production de charbon, qui est à la fois plus cher et plus polluant que les gaz de schiste. Oui. Et ça a permis aux États-Unis de faire baisser leurs émissions de CO2 en même temps que ça a permis de faire baisser leur prix d'électricité. Mais cependant, là, ça, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup parler. Il y a beaucoup de gens qui me demandent si c'est un problème structurel ou un problème conjoncturel. Donc, ils disent, si le prix aux États-Unis commence à monter, ça va devenir rentable un jour de faire de l'éolien. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Même si le prix de l'électricité était plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui, on perdrait encore de l'argent comparativement à ce qu'on gagnerait si on avait juste la production hydroélectrique qui, rappelons-le, est illimitée et beaucoup moins chère. Oui, c'est vrai. Donc, j'aimerais juste aussi expliquer à nos auditeurs le chiffre 700 millions de dollars de pertes.
Oui, c'est vrai, ouais, c'est quoi, ça? C'est ça, c'est ce chiffre-là qui provient de l'étude de l'Institut économique de Montréal et il a été repris. Et j'aimerais juste l'expliquer d'où ça vient ce chiffre-là. C'est assez facile à expliquer, en fait. Hydro-Québec Distribution, il achète de l'énergie éolienne à des producteurs privés et ça lui coûte 14,4 cents le kilowattheure. Après ça... Attends un peu, Français. Est-ce que c'est dans les prix les plus élevés en Amérique du Nord, ça, par exemple? 14,4. J'ai pas les chiffres avec moi. Mais c'est très élevé, là. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, c'est assez élevé parce que même en Gaspésie, le facteur d'utilisation des éoliennes au Québec est relativement bas, c'est environ 20%. Donc, ça veut dire que même si on a beaucoup de vent en Gaspésie, c'est quand même pas autant que dans d'autres parties du monde. Hein. Donc, on paye relativement plus cher pour notre énergie éolienne. Mais ce qui est encore plus sidérant, c'est pas combien on le paye, mais c'est combien on le vend. Oui. On le vend pour 5,76 sous le kilowattheure en moyenne. Wow. On paye 14,4 cents le kilowattheure en moyenne. Ça veut dire que pour chaque kilowattheure qu'on achète puis qu'on vend, on perd 8,6 cents. Donc, c'est juste à multiplier le 8,6 cents par la production d'énergie éolienne qu'on a, puis ça revient à 700 millions par année. Puis la perte, le 700 millions par année, là, c'est pas ce qu'on paye pour recevoir l'énergie éolienne. Ça, c'est juste la perte, c'est la perte sèche. L'équivalent économique, pour utiliser une analogie un peu vulgaire, si tu veux, mais c'est littéralement de jeter 700 millions de dollars aux poubelles. On le brûle. On reçoit rien pour ces 700 millions de dollars-là. Donc, c'est une perte phénoménale, finalement. C'est incroyable. Et là, évidemment, les défenseurs des éoliennes, et je me souviens pas du nom de la personne qui est en charge d'espèce de regroupement des producteurs d'éoliennes, justement, qui est basé en Gaspésie, qui est un ancien député ou candidat au Parti québécois, soit dit en passant, et qui avait, quand évidemment la sortie du Parti conservateur du Québec a eu lieu il y a quelques semaines, il a été le premier à dire que c'était complètement farfelu. Il fallait pas négliger les retombées économiques de ces emplois-là. C'est un énorme mythe, ça aussi, là. Le nombre d'emplois créés, proprement dit, pour les éoliennes. Premièrement, c'est des emplois qui sont purement subventionnés, là, qui n'existeraient pas dans un marché qui serait libre, dans un marché qui ne serait pas subventionné. Ces emplois-là n'existeraient pas quand même. Et deuxièmement, c'est que c'est du court terme, ça, là. Ah oui, absolument. Je me rappelle plus du nom de la personne en tant que telle. Ouais, je vais te le retrouver, je pense que c'était le président de la conférence des élus du Bas-Saint-Laurent. Oui, exact. C'est ça. Puis d'ailleurs, qui a utilisé des termes un peu lâches en moi. Il n'y avait pas d'argument. Tout ce qu'il dit, c'est ce que le Parti conservateur du Québec dit, c'est stupide. Mais la création d'emplois, c'est l'argument, parmi tous les arguments, le plus facile de tous. Et il y a énormément de désinformation dans les médias sur la création d'emplois. L'exemple le plus flagrant, c'est Stephen Guilbeault. Donc, Stephen Guilbeault, c'est le théologien qui est fondateur d'Équiterre, qui, en passant, empoche annuellement, en fait, l'année passée, 1,2 milliard de subventions. Oui. Lui, il disait, le 21 janvier 2013, il y a environ 4000 emplois qui sont liés au secteur éolien du Québec. Le 18 août 2013, dans sa chronique « La vie en vert », dans le journal Le Métro, il a dit, et je cite, pas moins de 50 000 emplois ont été créés grâce à l'éolien. Donc, évidemment, ces chiffres ont augmenté de 10 fois en l'espace de 4 mois. Donc, ces chiffres-là, on peut pas les croire. Ben non, absolument pas. Là. Même les gens de l'industrie parlent de 3 à 4 000 emplois, là. C'est ça. Donc, les estimations diffèrent. Le ministère des Ressources naturelles, lui, il dit que l'éolien crée 3 772 emplois au Québec. Je vais prendre la parole du ministère des Ressources naturelles pour acquis. Mais même si c'était vrai, regarde, on prend 700 millions par année, on divise par 3 772 emplois au Québec, ça revient à 185 000 $ par emploi. OK? Si on tient compte que le salaire moyen d'un emploi dans l'éolienne, c'est 48 000 $ par année, ça voudrait dire que même si on envoyait un chèque de 48 000 $ par année à tous les employés de l'éolienne en compensation à leur job perdu, disons que si on arrêtait d'acheter de l'énergie éolienne, on sauverait 500 millions de dollars par année. Donc, c'est cher payé pour les emplois qu'on crée. Absolument. Puis alors qu'on pourrait, parce que oui, on peut vouloir relancer une région, mais on pourrait le faire avec des projets comme celui de Petrolia, qui lui va générer une véritable économie, parce que présentement on irait pallier à un besoin énergétique qu'on est obligé d'utiliser de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on importe nos besoins en pétrole, alors que le Québec pourrait peut-être ralentir ces importations là
et s'autosuffire en partie grâce à un produit purement québécois par une entreprise purement québécoise non subventionnée qui, elle, créerait des emplois de qualité, mais pour des raisons idéologiques une fois de plus, on met ça de côté, comme on a mis de côté le gaz de schiste. C'est ça qui est dommage là-dedans, c'est de voir que oui, il y aurait des moyens d'en créer de l'emploi au lieu de faire des pertes comme ça, tout à fait saugrenues, mais en tout cas, c'est très décevant. Puis pour revenir peut-être avec avec Steven Guilbeault, là, c'est pas la première fois aussi là qu'il va avec des chiffres farfelus. Souvenez-vous, il y a quelques années, qu'il lançait qu'il allait avoir au-dessus de 50 millions de réfugiés climatiques à cause du réchauffement global, et ça jusqu'à d'ici 2025. Donc, Monsieur Guilbeault, comme tu l'as dit, a étudié peut-être en théologie, aurait peut-être dû travailler un peu plus sur ses chiffres et ses mathématiques, parce que dans ses chiffres, on voit vraiment que c'est pas son fort en ce moment-là. Non, mais je comprends M. Guilbeault, puis je comprends les groupes écologistes, parce que eux aussi, ils reçoivent des subventions du gouvernement, ils reçoivent de l'argent des fondations, et les gens donnent de l'argent quand ils croient à une cause, puis quand ils croient à une cause, c'est parce qu'ils ont peur pour l'avenir. Donc, c'est en créant un climat de peur que tu reçois du financement. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a des problèmes avec l'environnement, c'est vrai qu'il y a des problèmes reliés au réchauffement climatique et à l'augmentation des gaz à effet de serre, mais sont vraiment pas proches de l'ampleur qui est décrite par M. Guilbeault. Puis juste pour revenir aussi à la création d'emplois, tu dis, c'est effectivement vrai qu'avec 700 millions de dollars, là, on pourrait en créer des emplois, puis des emplois qui ont une valeur réelle pour les Québécois. Ok, aux dernières nouvelles, à Montréal, puis dans toutes les grandes villes du Québec, puis même dans les milieux ruraux, on a besoin d'investissements en infrastructure. Oui. Ok, et ça, c'est de l'argent. Les 700 millions qu'on pourrait faire, on pourrait créer l'infrastructure. Ça donne un vrai service à la population et ça crée des vrais emplois. Et moi, je dirais même plus loin, parce que le principe qu'un gouvernement peut créer des emplois et se les approprier, c'est un principe qui n'est pas universellement accepté. Il y a un économiste français du 19e siècle qui s'appelle Frédéric Bastiat. Oui. Et Frédéric Bastiat, qui est une de mes inspirations en politique et en économie, il a écrit un essai qui s'appelle « Ce que l'on voit et ce que l'on voit pas ». Donc, dans le cas de l'éolien, c'est très, très simple. Ce que l'on voit, c'est la création de 3700 emplois en Gaspésie. Ils sont localisés dans la même région, ils sont facilement identifiables, ils sont dans les mêmes industries. Donc, quand on subventionne, c'est ça qu'on voit, c'est le résultat qui saute aux yeux. Ce qu'on voit pas, là, c'est le 700 millions de dollars, si on le laissait dans la poche des contribuables, les Québécois, ils dépenseraient, ils l'épargneraient, ils investiraient. Tout l'argent qui est retourné à l'économie, ça créerait des emplois. Et théoriquement, ces emplois avec un haut degré de certitude, on peut affirmer qu'il y aurait beaucoup plus que 3700 emplois qui auraient été créés dans l'économie si on l'avait pas retiré de la poche des contribuables. Sauf que le gouvernement aurait pas pu se les approprier. Il y aurait eu des emplois en Gaspésie, en Abitibi, à Québec, à Montréal, dans plein de différents secteurs. On n'aurait pas pu les comptabiliser, mais c'est sûr et certain, ils auraient existé. Alors qu'en ce moment, on coupe des rubans, on se fait les premières pages dans les journaux locaux, et on sait, pour un gouvernement minoritaire qui est sur le bord tout le temps de la porte, Pauline Marois a certainement pensé à tout ça dans sa politique présentement énergétique. C'est des choses qu'elle a parlé. Là, on a parlé de 700 millions annuels, et là, c'est sûr que c'est un montant astronomique, mais imaginez, chers auditeurs, que ça n'inclut même pas tous les autres problèmes qu'on a, entre autres avec des centrales qui sont fermées, comme celle-là de TransCanada Énergie, qui a été bâtie en 2006 et fermée en 2007, et qui depuis ce temps-là on paye des pénalités parce qu'on n'est pas capable de la faire rouler, et donc ça nous a coûté dans les dernières années au-dessus d'1 milliard de dollars, et on parle un autre milliard à ajouter à la facture. Donc le 700 millions qu'on parle ce soir, c'est seulement les éoliennes. Imaginez le déficit, imaginez le gouffre qu'Hydro-Québec est en train de nous préparer. Mais tout ça a un impact. Ça a un impact sur la facture d'électricité, Francis. Oui, absolument. Donc, tu as absolument raison. L'énergie éolienne, ce n'est pas la seule énergie que l'on achète avec des contrats d'approvisionnement. Il y a la biomasse, il y a les petites centrales, et il y a effectivement la centrale TransCanada de Bécancour, que finalement, on les paye pour ne pas produire de l'énergie parce que ça coûte trop cher. Donc, vu que les contrats avec la centrale sont confidentiels, on peut pas, mais c'est estimé à environ 200 millions de dollars. Par année. Ouais, c'est ça. Donc, excuse-moi, pourrais-tu répéter ta question? Oui, ben c'est ça. Donc, tout ça, ça a un impact sur la facture d'électricité, mais il y a un coût pour le consommateur, là. Ah, absolument. Donc, il y a effectivement un lien entre les pertes d'Hydro-Québec et la facture d'électricité, et c'est très simple. Hydro-Québec engendre des pertes financières, mais ne veut pas avoir de déficit.
Alors, Hydro-Québec va à la Régie de l'énergie. Elle demande d'augmenter les tarifs d'électricité pour combler ses pertes. Les subventions aux éoliennes, c'est important de comprendre, elles ne font pas partie du budget. On ne les voit pas sur le budget du gouvernement. Elles sont passées en cachette par des augmentations des tarifs d'électricité de la Régie. Il n'y a donc aucune incitation au gouvernement à ne pas faire cette subvention-là. On sait que le Parti québécois a en tête d'avoir le déficit zéro, ce qui est selon moi un objectif noble. Mais ce genre de subvention-là, qui n'est pas compté dans le déficit zéro, c'est quand même les Québécois qui vont payer. Ben oui. Et donc le financement des éoliennes, il est directement pris de la poche des consommateurs. Et il faut aussi savoir que les hausses des factures d'électricité, en fait, bon, pour avoir les chiffres exacts, la hausse, elle est rendue à 5,8 %. Donc, les éoliennes, c'est environ la moitié de ça, tu sais. Oui. Et c'est des hausses qui sont très agressives parce que c'est certainement pas les riches qui vont moins chauffer leur maison en hiver ou qui vont se priver d'une sortie familiale à cause de la hausse. C'est les moins nantis qui vont en souffrir. Et il faut pas oublier aussi, là, qu'en ce moment, c'est seulement la moitié des éoliennes qui sont en fonction. Et c'est seulement les éoliennes en fonction qui engendrent des pertes. Donc, la facture va continuer à augmenter jusqu'à temps que toutes les éoliennes qui ont déjà été attribuées en contrat entrent en fonction. Et en plus de ça, elle va augmenter de 25 % quand les 800 mégawatts qui vont être attribués en appel d'offres vont entrer en fonction aussi, à moins qu'on puisse les bloquer. Ah, c'est fourette. Et puis l'autre chose aussi, c'est que tu parlais tantôt des gens moins nantis qui vont ramasser la facture. C'est souvent ces gens-là aussi qui ont pas les moyens de bien isoler leur maison. En plein hiver, on le sait, le climat est rigoureux. C'est encore eux qui payent beaucoup pour l'électricité, le chauffage électrique. Parce que souvenons-nous aussi qu'Hydro-Québec a poussé très fort à la fin des années 80, dans les années 90, pour électrifier le chauffage des maisons des Québécois. La biénergie, souvenez-vous de ça, la grosse campagne qu'on avait fait, on essayait, encore là, c'était des subventions. On sait maintenant pourquoi ils nous subventionnaient, c'était pour devenir otage de cette technique-là. Et après ça, nous, on allait payer comme des cochons pendant 20 ans. Mais souvenez-vous que c'est Hydro-Québec qui vous a forcé à enlever vos vieilles fournaises à l'huile, au mazout, pour rentrer d'électricité en vous disant, oui, mais c'est l'électricité la plus clean au monde, c'est la moins chère. Et aujourd'hui, on est rendu des victimes de ça, on est pris avec ça. C'est incroyable. Ben oui, mais absolument, parce qu'Hydro-Québec, ils ont tout intérêt à avoir plus de clients, c'est évident. Et à ce sujet-là, moi je te dirais que la hausse, la hausse, en fait, Hydro-Québec, dans le fond, là, son but principal, sa mission principale, ça devrait être de fournir de l'électricité pas chère aux Québécois avec un bon service. Mm-hmm. Et malheureusement, puisque, comme on en parlait tantôt, le gouvernement dicte ses politiques énergétiques à Hydro-Québec, c'est rendu une machine à subvention. Donc, c'est pas la faute à Hydro-Québec. En fait, bon, il y a beaucoup de problèmes avec la gestion d'Hydro-Québec. C'est vrai, il y a plusieurs choses qu'on pourrait améliorer, mais dans ce cas précis-là, il faut pas blâmer Hydro-Québec. D'ailleurs, le PDG d'Hydro-Québec, Thierry Vandal, il a dit lui-même, il a dit les politiques d'achat d'énergie du gouvernement du Québec n'ont absolument rien à voir avec nos besoins en énergie. Donc, Hydro-Québec a les mains liées et c'est bien dommage parce que l'indépendance des sociétés d'État, c'est la seule protection qu'on a justement du corporatisme des politiciens. C'est quand la société d'État fait des décisions rationnelles et ça fonctionne, ça va bien. Mais quand les politiciens s'en mêlent, c'est sûr que on va pas avoir le meilleur service avec le meilleur prix. Ça déraille. Puis là, c'est très particulier de voir ça, là, que le grand boss d'Hydro-Québec lui-même l'avoue sciemment que c'est pas son choix, c'est pas lui qui l'aurait fait, mais quelque part il a les mains liées puis il faut qu'il réponde aux commandes. Ça c'est assez dégueulasse. Puis l'autre affaire qui est très troublant dans mon cas, pour revenir un peu sur les coûts là, c'est que tu dis c'est une augmentation de 5,8 % qui a été annoncée il y a quelques jours. Là-dessus, on peut dire qu'il y en a la moitié qui est reliée aux éoliennes, c'est ça? Oui. Mais ça, c'est la régie elle-même qui le dit, hein. Okay. C'est pas mes calculs, c'est pas les calculs de l'Institut économique de Montréal. La régie le dit clairement en fait, à ce moment-là, il demandait 3,4 plus un autre 2 qui a été rajouté, mais c'était 2,7 % juste pour les éoliennes. Wow! Mais là-dessus, on compte quand même juste 1 % du parc énergétique qui est basé sur les éoliennes. Imagines-tu? Le 1 % nous cause une hausse de 2-3% en l'espace d'un an. Qu'est-ce que ça va être? Une chance que le Québec est pas 100% éolienne, parce que là, on aurait des 1000% d'augmentation, là. C'est hors de contrôle complètement, là. Ben oui, en fait, c'est ça qui est tellement absurde parce que au Québec, l'énergie la plus consommée, c'est l'électricité, à 40%. On est le deuxième plus grand consommateur d'électricité au monde. Puis 97,5% de toute l'électricité qu'on consomme provient de l'hydroélectricité.
L'éolien, là, c'est seulement 1%. Donc, imagine, 1% de ce qu'on produit nous coûte 700 millions par année. Je veux dire, on n'en a pas besoin. On pourrait enlever ce 1%-là facilement. Donc, c'est vraiment, ça dépasse la compréhension. Pour une province qui se doit à peu près toute là en ce moment, là, qu'on cherche à gratter chaque scène, là, je veux dire en affaire qu'on jette les choux gras pas à peu près. Là. Il y a des choses qu'on pourrait couper facilement, ça demanderait pas grand-chose, juste un peu de guts politique, mais on le fait même pas. C'est désastreux de voir ça aller. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer si on continue sous cette pente-là dans les 15 prochaines années. On n'aura même plus les moyens de chauffer nos maisons là, si ça continue. Là. Ah ouais, non, mais c'est en tout cas, à moins qu'on réussisse à rationaliser le Québec, puis au moins, ce qu'on pourrait faire, moi je pense, c'est quand on fait des politiques d'achat, d'approvisionnement comme ça, quand on empiète finalement sur les compétences du Québec et qu'on subventionne les régions, moi je pense qu'il faudrait qu'on fasse un vote à l'Assemblée nationale. Parce que à la place de refiler ça aux consommateurs en cachette par la facture d'électricité, il faudrait qu'il y ait un réel débat là-dessus entre les partis et que finalement on puisse avoir la position du Parti libéral, on puisse avoir la position de la CAQ, et qu'on puisse avoir la position de Québec solidaire là-dessus. Parce que si l'Institut économique de Montréal n'avait pas sorti cette étude-là, il y aurait personne qui aurait su que cette hausse est provoquée par les éoliennes. Exactement. Et là, heureusement, le Parti conservateur du Québec a pris une action. Tu disais que tu étais un des architectes, un des grands architectes qui a travaillé sur cette campagne-là. Donc, il faut peut-être inviter les gens à aller signer la pétition. Parle-nous-en un peu, comment ça va la pétition jusqu'à maintenant, là? Ben, la pétition avance relativement bien. Donc, oui, c'est absolument important que les gens signent la pétition parce que le Parti libéral et la CAQ n'ont pas encore annoncé l'intention d'opposer ou d'entreprendre quelques démarches que ce soit pour opposer l'achat du 800 mégawatts additionnels. Donc, le but de la pétition, en fait, il y a 3 buts. Le premier but, c'est de demander à Mme Marois de ne pas continuer avec ce contrat. On pense que c'est une mauvaise idée. Le deuxième but, c'est de demander au parti de l'opposition, parce que le Parti conservateur du Québec, on n'a pas de siège à l'Assemblée nationale. On peut pas rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est de mobiliser le support de l'opinion publique et de la population contre cette mesure-là. Donc, on dit au Parti de l'opposition, au Parti libéral du Québec et à la Coalition Avenir du Québec, on leur dit, entreprenez des démarches pour bloquer ça. Et la troisième chose qu'on propose, c'est que, advenant que les partis politiques ne veulent pas opposer cette mesure, qu'au moins Hydro-Québec marque sur la facture d'électricité quel est le pourcentage de votre facture qui est causé par l'énergie éolienne. Parce que moi, je pense que les gens, on doit savoir, puis si les gens voient sur leur facture à quel point ils payent pour l'énergie éolienne, c'est certain qu'ils vont l'opposer. Ben oui, absolument, absolument. Puis peut-être... Alors, oui, c'est ça. Donc j'inviterais tous nos auditeurs. En fait, la pétition, c'est sur un site qui s'appelle queduvent.com. Alors, à maintenant, on est rendu à peu près à 3000 signatures, je pense. C'est bon. Et donc, on aimerait avoir une pétition en main lorsqu'on va participer à la consultation publique sur les enjeux énergétiques du Québec. Donc, le Parti conservateur est en train d'écrire un mémoire sur les enjeux énergétiques du Québec. On a déposé une demande. Je serais bien content qu'on soit accepté à la consultation publique, malgré que je pense que il y a beaucoup de parlementaires qui vont vouloir s'opposer à notre présence. Mais si on s'y présente, on aimerait bien avoir la pétition en main. Et de toute façon, on va prendre la pétition et on va l'envoyer à toutes les personnes concernées. Donc, Mme Marois, M. Legault, M. Couillard, Mme Ouellette vont recevoir notre pétition en main. Et donc, ils vont pouvoir être informés de l'opinion des citoyens du Québec. Ah, très bon. Donc, pour résumer, là, allez faire un tour sur Que du vent. On va aussi mettre quelques liens intéressants sur la page de ddnp.net. On va ressortir aussi la tralée d'articles que Michel Morin a fait dernièrement sur Hydro-Québec. Il y a des histoires d'horreur là-dedans. J'espère honnêtement que les Québécois vont commencer à lire un peu sur ce qui se passe avec leur société d'État. Pendant longtemps, on nous a dit qu'on était maître chez nous, que cette société d'État-là nous appartenait. Il serait peut-être le temps maintenant qu'on leur dise un peu comment on veut que ça soit fait, parce qu'en ce moment, ils font ça tout croche. C'est très déplorable. Puis ça, on n'est pas contre les énergies vertes non plus. Là. Je pense qu'on peut conclure avec ça. Il y a des façons de le faire, mais c'est pas pour tout de suite la rentabilité. C'est juste ça, là. Non, absolument. Puis ça, je veux le préciser. L'énergie éolienne, en soi, c'est pas une mauvaise idée. OK? C'est sûr que dans plusieurs endroits, plusieurs pays qui dépendent des hydrocarbures comme le charbon, le gaz, il y en a pas beaucoup qui dépendent du pétrole, mais il y en a. Pour faire leur électricité, l'énergie éolienne, c'est une bonne alternative. C'est pas tout le monde qui est aussi chanceux que nous que d'avoir de l'hydroélectricité en quantité illimitée. Le seul problème que j'ai, c'est que si au Québec, on commence à
à perdre l'argent des Québécois avec l'énergie éolienne. Le jour où ça va devenir rentable, les Québécois vont être écœurés puis on va pas vouloir. Et l'énergie éolienne, je souhaite absolument que ça se développe dans le monde. Je pense sincèrement que dans l'avenir, la technologie va devenir de plus en plus efficace et ça va devenir de plus en plus rentable. Et je souhaite à plusieurs pays d'adopter cette mesure. Mais d'après moi, au Québec, on a déjà notre potentiel hydroélectrique puis on n'a pas assez de potentiel éolien. Donc, la révolution éolienne, j'espère qu'elle va se faire, mais d'après moi, elle sera pas au Québec. Un dossier qu'on va suivre assurément dans les prochains mois, parce que c'est sûr que ça va avoir un impact majeur sur la facture des consommateurs. Et puis, regarde, il y a une tendance pour les prochaines années. Il faut absolument redresser la barre là-dessus. Francis, on parle avec maintenant d'un autre sujet. On va y aller avec la Fondation 1625. Oui. Donc, moi, je suis un récent ajout à la Fondation 1625. Et d'ailleurs, c'est d'actualité parce que on a un monsieur qui s'appelle Marc-Antoine Dumas, qui a gagné une cause historique à la Cour du Québec, division petite créance. Je pense que le jugement, c'était le 25 ou 26 juillet dernier. Donc, oui, c'est... En fait, pour expliquer la cause, alors, Monsieur Dumas était un étudiant de l'Université Laval, et pendant la grève étudiante, il s'est présenté, à chaque fois qu'il y avait un cours, il s'est présenté pour aller à son cours, et il y avait des lignes de piquetage. Donc, il n'a pas pu aller à ses cours, il a abandonné sa session et il a donc évidemment subi un préjudice financier qui était ses frais de scolarité, son stationnement, son essence et le coût de ses livres et de son matériel scolaire. Et lui, il a décidé de ne pas rester sur les sidelines. Il a pris... ses droits ont été effectivement brimés et il est allé en cours, il est allé en justice. Il a dit au juge, écoutez, ils ont bloqué mon accès au cours. Et il a poursuivi son association étudiante. Donc, c'est une première victoire. Et le juge lui a donné raison. C'était vraiment un jugement historique. Et d'ailleurs, j'ai le jugement devant moi et il y a plusieurs choses qui sont très, très intéressantes dans le jugement. Par exemple, le juge dit et réitère ce qu'on dit ce que nous, à la Fondation 1625, on dit depuis longtemps. C'est qu'en effet, nulle part dans la loi peut-on retrouver des dispositions permettant de déclencher un vote de grève ou des pouvoirs qui se comparent aux droits accordé à un syndicat. Alors, comme tu sais, Daniel, c'est l'argument qui est avancé par les associations étudiantes. Oui. Ils disent, on a les mêmes pouvoirs qu'un pouvoir de syndicat, donc on peut déclencher un droit de grève, ce qui est complètement faux. Complètement faux. Faut travailler pour avoir un droit de grève. C'est pas un travail. Vous utilisez un service que vous payez pour utiliser. Donc, à ce moment-là, vous êtes un consommateur. Là. Oui. Puis le droit de boycott, c'est un droit qui est respecté. Donc, personne, et même nous à la Fondation 125, on n'a aucun problème avec un étudiant qui dit je suis pas content du service public que je reçois. Je trouve qu'il est trop cher pour la qualité ou je trouve qu'il est trop cher, qu'il devrait être gratuit. Donc, je vais pas aller à mon cours pour manifester mon indignation ou mon opposition. Et je vais, par le fait même, aussi essayer de convaincre mes collègues dans mon cours de ne pas y aller avec moi. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais quand tu te mets avec une ligne de piquetage devant la porte d'entrée et que tu empêches un de tes collègues de rentrer, ben tu brises ses droits fondamentaux. Ça, c'est clair. Et le tribunal l'a reconnu. Est-ce que tu penses qu'il y a des chances que cette cause-là aille en appel? C'est-tu possible, probablement, aux petites créances? Je connais pas très bien cet instrument-là. Là. Ça peut-tu aller en appel? Non, c'est ça. Aux petites créances, ça peut pas aller en appel. Okay. Mais cette cause aura certainement des grandes répercussions. Parce que, évidemment, bon, là, on a un précédent. Donc, on incite tous les jeunes qui ont subi un préjudice à faire un recours contre leur association étudiante. Et d'ailleurs, nous, à la Fondation 725, on avait on a entamé un recours collectif contre les universités. Oui, parce c'est que vrai. parce que les universités ont permis aux associations étudiantes de bloquer les cours. C'est d'ailleurs mentionné dans le jugement. Et vu que M. Dumas a eu la brillante idée de poursuivre son association et pas son université, on songe peut-être à nous aussi inclure les associations dans le recours. Donc, si jamais il y a des étudiants qui voudraient lancer un recours contre leur association étudiante, la Fondation 1625, on s'est créé justement pour aider les étudiants. Donc, écrivez-nous à admin@fondation1625.com. Et on va vous donner des conseils. Et aussi, ça peut paraître bête un peu, mais il y a beaucoup d'étudiants qui sont victimes, je dirais, de pression ou d'intimidation de leur milieu. On a des conseils à donner, des conseils juridiques, des conseils personnels. Il y a beaucoup de médias qui vont vouloir contacter ces gens-là. On peut les aider à avoir les relations avec les médias, donc qui nous contactent. Et aussi, juste
pour la décision, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué aussi, c'est que le tribunal a rejeté l'argument selon lequel une décision, une résolution d'une association peut lier ses membres, OK? Parce que les associations étudiantes, ils ont toujours utilisé le même argument. Donc, ça a été voté démocratiquement, c'est comme un syndicat, c'est comme une démocratie. Si on le vote, ben ça s'applique à tout le monde. Évidemment, ça, c'est complètement farfelu. Okay? Oui. Parce que imagine le regroupement de je sais pas trop qui dit nous les commerçants de la rue Saint-Laurent, on paie plus de taxes. Donc on se réunit en assemblée générale des commerçants de la rue Saint-Laurent puis on décide on ne paie plus de taxes. C'est complètement ridicule. Et d'ailleurs dans le jugement, il y a une phrase très drôle. Le juge il dit lorsqu'on prend connaissance du contenu de certaines résolutions dont l'association dit que les membres sont liés, l'incongruité est absolument évidente. L'association en question qui a bloqué, qui a fait le pitage pour M. Dumas, ils se sont déclarés gardiens de la vertu et pourfendeurs de la mauvaise foi, notamment en matière politique. Donc ça, c'est une décision que l'association a rendue. Cette décision ne peut absolument pas lier les étudiants. Donc, le juge l'a confirmé, ces décisions ne lient pas les étudiants. Donc, moi, je pense que c'est vraiment un jugement historique. Ah oui. Puis en plus, faut pas oublier toute la façon que ces espèces de droits de grève sont demandés avec des quorums douteux dans les assemblées générales. Pour avoir été moi-même sur un conseil administratif d'une association étudiante pour un cégep, je peux vous dire que la démocratie est très bafouée dans ce genre d'exercice. On va chercher dans le couloir à la dernière minute les gens pour obtenir le quorum en leur demandant avant de les inviter de quels avis ils sont, de quelle opinion ils sont. Et si la réponse est bonne, on leur dit de venir nous rejoindre dans l'auditorium. Si la réponse est pas bonne, on fait juste aller voir un autre étudiant. Et ça, j'ai vu ça moi-même dans mon association étudiante. Alors, j'étais sur le conseil d'administration. Et ça, c'est même pas des contes ou ben des anecdotes. C'est des choses qui sont across the board. C'est des choses qu'on voit énormément. Le droit de vote à main levée, pas de vote secret. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui peut remettre en question la légitimité d'un droit de grève quand c'est voté par une association étudiante. En tout cas, ça va nous faire des beaux sujets à parler. Peut-être en terminale, on va faire un petit tour. Là. Quel genre de sujet là, qu'on va parler dans les prochains mois, là, Francis? Donc, il y a plusieurs sujets d'actualité qui ont fait surface pendant l'été. Je vais en nommer quelques-uns. Le premier, ça va être la charte de la laïcité ou la charte des valeurs. On ne sait pas encore comment ça va s'appeler, québécoise. Donc ça, c'est sûr que c'est un sujet en tant que quelqu'un qui ne supporte pas l'oppression étatique et ou qui ne respecte pas les libertés individuelles ou les choix individuels. C'est sûr que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Moi, je pense que la neutralité de l'État en termes de laïcité, ça veut dire que l'État n'endosse pas ou n'encourage pas ou n'oppresse pas une religion. Et je pense que les employés de l'État qui expriment leur religion au travail, ça n'a absolument rien à voir avec le terme historique et noble qu'est la laïcité. Donc ça, c'est déjà la première chose. Deuxième affaire, la légalisation du cannabis. Donc ça, c'était le sujet de ma thèse de maîtrise. C'est un sujet qui me passionne énormément, et particulièrement les arguments économiques. Évidemment, c'est d'actualité avec les libéraux qui sont entrés en support de la légalisation. Et même M. Trudeau, qui aujourd'hui admis avoir fumé du cannabis depuis qu'il est un membre du Parlement. Donc ça, c'est certainement quelque chose avec lequel on pourra discuter. Oui. Il y a l'entrée de Verizon sur le marché des télécoms canadiens. Ah oui. Je suis assez surpris que cette nouvelle fait énormément de bruit dans le Canada anglais. Et dans les médias québécois, c'était anecdotique au début, puis maintenant, on n'en parle absolument plus, mais il y a des enjeux absolument, pour l'industrie et pour la concurrence dans l'industrie en général au Canada, c'est un enjeu vraiment important. Et ça, j'avais peut-être un élément de réponse là-dessus, Francis, vite, là, parce que étant moi-même, bon, les auditeurs le savent, je travaille, moi, chez Vidéotron, au réseau sans fil, donc c'est quelque chose, un domaine qu'on va avoir beaucoup de plaisir à discuter ensemble, parce que les deux, on a une passion là-dessus. Et pour, bon, ma simple théorie là-dessus, pourquoi on n'entend pas beaucoup parler, c'est que Vidéotron s'est montré plus ou moins froid à cette idée-là, c'est-à-dire que pour eux, ça ne les dérange pas énormément, ils ont pas beaucoup à perdre avec l'arrivée de Verizon, et qui dit Vidéotron dit Québécois, et une grosse partie des médias québécois qui sont entre le contrôle de Québécois. C'est peut-être une des raisons pourquoi c'est un peu plus éteint qu'au Canada anglais, alors que c'est bien le contraire au Canada anglais, où Bell, Rogers, TELUS sont évidemment des diffuseurs de radio, télé, journaux, médias, et ils sont farouchement contre la grille de Verizon, donc ils mettent du gaz en masse. Fait que c'est sûr que c'est peut-être un élément de réponse qu'on va pouvoir jaser ensemble là, dans les prochaines semaines.
Oui, absolument. Et aussi, je dirais, un des points qui me touche le plus personnellement, c'est la proposition du prix unique du livre. Oui. Donc, en tant que moi-même un grand amateur de littérature et de livres, je suis personnellement outré par cette proposition et je suis encore plus outré du fait qu'il y a presque aucune opposition à cette proposition dans la société civile québécoise. Aux dernières nouvelles, il y avait seulement l'Institut économique de Montréal et quelques-uns de ses chercheurs affiliés qui s'étaient publiquement opposés à cette proposition. Je sais que le Parti conservateur du Québec s'oppose à cette proposition et moi, ce que je comprends pas, c'est que on peut pas être pour la culture et pour le prix unique du livre. Okay? Le prix unique du livre, là, c'est vraiment quelque chose, c'est le cartel des petites librairies qui sont en train de protéger leurs propres intérêts devant un monde qui change, devant un monde changeant. Il y a des grandes surfaces, et eux, ils sont pas capables de s'adapter. Ils sont pas capables d'adapter leur modèle d'affaires. Et par ailleurs, dans l'histoire du Québec, il y a eu plein d'histoires similaires. Hein. Avant, on avait les petites épiceries. Oui. Les petites épiceries, c'est IGA, ça s'appelle Independent Grocers Association. Ben oui, les marchés métro, c'est la même chose aussi. C'est la même affaire. Les petites épiceries se sont réunies en des gros consortiums pour baisser leurs coûts. Ils ont pu faire la concurrence avec les Steinberg, puis ils ont fait disparaître les épiceries comme leurs grands concurrents comme Steinberg. Les petites librairies, à la place de prendre l'effort, et le temps et l'ingéniosité pour s'adapter, ils font ce qu'ils font le mieux, c'est ils abusent du système corporatiste, puis ils vont voir leurs amis chez le PQ, puis ils essaient de faire passer des lois qui les avantagent. Et en passant là, si Costco puis Walmart qui vendent des Dan Brown puis des Harry Potter à 20% de rabais menacent ton existence, ben peut-être qu'il y a un problème avec ton modèle d'affaires. Tout à fait, parce qu'il faut pas oublier que les grandes surfaces occupent seulement 10% du marché du livre, deuxièmement, j'ai adoré M. Frigon cette semaine qui a dit, les petits libraires, là, arrêtez de chialer puis prenez-vous en main, faites une offre de service qui va intéresser vos clients, démarquez-vous par une façon d'offrir votre produit différent avec une expertise, avec plus de choix, peut-être que le prix va être un peu plus élevé en librairie, mais les gens vont y aller parce que il y a des clients qui vont au Second Cup, c'est certainement pas parce que ça coûte moins cher, ou quand on s'en va faire un tour au Starbucks, c'est certainement pas parce que ça coûte moins cher non plus. Il y a des façons de se démarquer, c'est pas vrai que le prix est le seul élément qui fait en sorte qu'on prend une décision d'achat. Et j'ai adoré M. Frigon dans sa sortie de cette semaine. Fait que ça va être un très bon sujet, ça. J'ai bien hâte d'en parler, ça. Ouais, moi aussi. Et aussi, juste pour terminer, déjà qu'au Québec, on n'est pas nécessairement une nation qui lit beaucoup de livres. L'Institut économique de Montréal a calculé que si on maximisait le rabais à 10%, il y aurait une chute de 17% dans la vente des livres. Donc, c'est quelque chose à tenir en compte. Wow. Ouais. Donc, c'est le genre de sujet qu'on va parler. Il y en a quelques autres aussi. On va parler de la STM aussi, qui a des problèmes monétaires, qui veulent taxer au kilomètre. On va parler, bien sûr, de MMA, la réglementation ferroviaire, le dossier des pipelines. C'est des choses là-dedans qu'on va pouvoir parler. Écoute, il manquera pas de matière, Francis. Je pense que là-dessus, on l'a vu à soir, là. Pour une première chronique, ça a très bien été quand même, hein? Oui, ça a très bien été. Et d'ailleurs, je regarde ma montre et je vois qu'on a parlé pendant 1 heure. Eh oui, c'est ça. Donc, le temps passe vite. Ça va être tout une belle entrée en matière pour les auditeurs qui vont apprendre à connaître un petit peu plus ta chronique ce soir. Donc, je suis bien content. On va se reparler dans les prochaines semaines, Francis, et on va le dire aux auditeurs. Dans les prochaines semaines, tu vas même être en studio avec nous. Étant donné, là, on est dans la version estivale, on est un peu plus sloppy. Mais dès l'automne, la saison commence officiellement le 20 septembre. Donc, Francis va être avec nous sur une base régulière. Francis, ça a été un plaisir. Les gens qui veulent communiquer avec toi, est-ce que tu es un peu sur les médias sociaux? T'es-tu quelqu'un qui embarque un peu là-dessus? Oui, j'ai un compte Twitter. Mon Dieu, je m'en rappelle plus c'est quoi mon compte Twitter. Vous pouvez me trouver, je pense que c'est Pouliot Francis sur Twitter. Des gens qui veulent me contacter, qui veulent m'écrire. J'ai pas de problème à divulguer mon adresse email. C'est francis.vincent.pouliot@gmail.com. Si vous avez des suggestions, si vous avez des commentaires, écrivez-moi. Et c'est à peu près ça. C'est les médias sociaux que j'utilise. Très bien. Ben merci beaucoup, Francis. On se dit à la prochaine. Et puis d'ici là, passe une très belle fin d'été. Et puis on se revoit en septembre. Merci, Daniel. Bonne soirée. Cette semaine, sur les ondes de radio H2O. En direct de nulle part. L'information qu'on nous présente est peut-être pas la plus propre ou du moins est très biaisée. Puis
Puis contrairement peut-être à ce qu'on a aux États-Unis où, oui, il y a des biais dans les médias, mais c'est clairement identifié. On écoute Fox, on le sait. On est à Fox, on est dans les autres réseaux, c'est la même chose. À CNN, on le sait. Tandis qu'ici, on tend et on essaye de nous faire à croire qu'on est tous objectifs. Puis on sait l'objectivité, ça n'existe pas. En direct tous les vendredis de 20h à 23h et en reprise de lundi au vendredi de 8h à 11h. Radio H2O.ca. Ensemble, nous sommes la force.